J'ai le plaisir d'accueillir Simon Collin. Simon Collin est professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada sur une approche sociocritique du numérique en éducation. Il est directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation de la profession enseignante. Il est enseignant, professeur, donc au département de didactique des langues à l'UQAM. Nous arrivons donc à une temps avancé du colloque, où on a entendu un grand nombre de regards portant sur des situations, des objets différents tout autour de l'usage pédagogique du numérique. Et ce que nous propose donc Simon, c'est de nous faire partager une revue de littérature qui va nous aider à la fois à reprendre quelques repères pour organiser ces différents regards, les mettre les uns en relation avec les autres, et puis probablement dégager des pistes de travail pour la suite du colloque. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Faites-moi signe si vous m'entendez mal au fur et à mesure de la conférence. Merci pour cette introduction. Je commence par souligner que le contenu de cette présentation est bien sûr intégré dans un tissu de réflexion qu'on a mené avec différents collègues, certains ponctuellement, d'autres de manière plus continue, depuis quelques années, avec une réflexion très stimulante. Pour cette présentation-ci particulièrement, je souligne la contribution de Perrine Brodkorn, qui est de l'Université catholique de Louvain, et puis Elisabeth Schneider, qui est ici avec nous. Perrine a dû partir un peu plus tôt, dans la mesure où une partie de la présentation, que je mentionnerai en temps voulu, s'appuie sur un travail qu'on est en train de réaliser présentement et qui essaye de mêler des perspectives donc, sociologiques, qui est plutôt la perspective de Perrine, Infocom et géographie pour Elisabeth, et puis moi en sciences de l'éducation, autour d'un travail, je dirais, de débroussaillage des approches critiques des objets techniques en éducation. Alors, je tenais à le dire. En pensant hier au ton à donner à cette présentation, à l'impulsion un peu que je souhaitais lui donner, je ne savais pas trop comment dire ce que je voulais dire, donc je le dis par une image. C'est la friche, une terre en friche. Alors, cette image-ci me semble bien plus appropriée que de vous présenter ou de donner le ton d'une présentation, d'une réflexion tout à fait aboutie, maîtrisée, bien paramétrée. Je pense que ce ne sera pas le cas de cette présentation-ci, dans la mesure où les approches critiques des objets techniques en éducation n'en sont pas là, il me semble, et la communauté de chercheurs qui s'y intéresse non plus. Donc, plutôt que d'aller dans ce sens-là, j'ai préféré vous donner un ton beaucoup plus axé sur le processus, et je suis donc retourné à la définition de ce que c'est qu'une terre en friche, et je vous la partage parce que on va voir que on peut encore l'enrichir. Alors, une terre en friche, telle que le définit le Larousse, c'est l'état d'une terre labourable qu'on laisse reposer temporairement en ne lui faisant pas porter de récolte afin qu'elle produise ensuite abondamment. Ça, c'est une terre en friche. Alors, cette définition est bien sûr juste, puis c'est celle qui prime. Pour autant, elle est un peu partielle parce qu'elle est très orientée produit, pour le coup, et très orientée utilisation de la terre. Il me semble que quand on regarde l'image qui est ici, on se rend compte finalement qu'une terre en friche, ce n'est pas une terre vide de vie. Au contraire, on peut aussi y voir une terre dans laquelle la nature reprend un peu ses droits, il laisse pousser une variété de végétation de manière relativement déstructurée mais harmonieuse. Alors, dans ce sens-là, je pense que cette métaphore-là donne mieux le ton à la présentation que je vais essayer de vous servir aujourd'hui qu'une autre image possible. Alors, cette image me semble bien adaptée donc, pour la présentation dans la mesure où les approches critiques des objets techniques en éducation, on pourrait dire effectivement qu'ils sont aussi en friche présentement. En effet, il me semble que les intérêts autour de ces approches-là fourmillent un peu, s'entrechoquent un peu, se croisent, mais ne sont pas encore aussi structurés qu'ils pourraient l'être et de cette façon-là ne contribuent pas encore autant qu'ils pourraient l'être à l'étude des objets techniques en éducation. Cela dit, c'est peut-être finalement pour mieux se structurer et mieux y contribuer par la suite. L'avenir nous le dira finalement.
Alors, dans ces circonstances, l'objectif de cette présentation ne peut être que modeste. L'idée, c'est pour les chercheurs que ça intéresse, bien sûr, d'alimenter une réflexion collective sur la manière dont on veut cultiver cette terre-là, ce qu'on veut cultiver sur cette terre qui est en friche. En tant que communauté de chercheurs, et je fais là un clin d'œil à la conférence d'ouverture de Brigitte Albero, qui, avec beaucoup de pertinence et beaucoup de bienveillance, nous avait amené à réfléchir en tant que communauté de chercheurs, même si ce n'est pas forcément dans cette voie-là que nous pousse l'activité scientifique quotidienne. Alors, je vais commencer par poser quelques constats de départ sur les approches critiques des objets techniques en éducation. Alors, comme elles sont en friche, vous l'aurez compris, ça va nous demander ensuite de faire un rapide détour par les traditions critiques plus largement, telles qu'elles se sont développées, notamment hors éducation, hors sciences de l'éducation. Ce détour-là va être bien sûr très synthétique pour mieux revenir ensuite sur un portrait des approches critiques des objets techniques en éducation avant d'ouvrir sur quelques pistes de réflexion. C'est le menu que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Excusez. Alors, d'après Selwyn, les approches critiques ne sont pas nouvelles, bien sûr. Pour le cas des objets techniques en éducation, elles auraient été mobilisées aussi, mais de manière relativement sporadique. Il y a plusieurs auteurs francophones qui s'y sont penchés. Il y a également des auteurs, en fait, anglophones également. Et je pense particulièrement à Selwyn. J'ai l'impression, c'est une impression tout à fait intuitive ici, que dans l'espace francophone, assez naturellement, on pense à Diodès, on pense à Mauglin et d'autres auteurs autour de ça. Et puis dans l'espace anglophone, c'est beaucoup Selwyn qui revient sur ces questions-là. Alors, ces approches critiques, finalement, ont été mobilisées à différents moments, sans pour autant établir une tradition critique pour autant. Par contre, il existe différentes disciplines connexes à l'étude des objets techniques en éducation qui ont, elles, des traditions critiques largement éprouvées, bien implantées. Et je pense notamment à la sociologie de l'éducation. D'après les conversations que j'ai eues avec des collègues durant ce colloque-ci, ce serait peut-être à entendre au sens québécois du terme, mais je ne pense pas que ça corresponde nécessairement au découpage disciplinaire français. Les sciences, la sociologie de l'éducation, qui a bien une tradition critique largement éprouvée, mais qui l'a assez peu portée au niveau des objets techniques en éducation. Et puis, toute une tradition critique, bien sûr, qui s'est développée hors sciences de l'éducation et qui a été assez peu appliquée sur le cas des objets techniques en éducation. À l'heure actuelle, on peut penser qu'on est peut-être dans un regain d'intérêt pour les approches critiques sur les objets techniques en éducation. Il y a plusieurs auteurs... Pardon, je me mélange dans mes diapos, c'est parce que j'ai deux écrans. Actuellement, donc, les approches critiques des objets techniques en éducation seraient éventuellement ou auraient un certain regain d'intérêt. Ce regain d'intérêt est perceptible d'une part par la mise en œuvre d'initiatives de structuration à la fois théoriques et humaines, et en ce sens-là, ce colloque y participe entièrement et pleinement. Au niveau francophone, d'une part, il y a des embryons de structuration qui commence aussi au niveau international sur ces questions-là. Ce regain d'intérêt est aussi visible par des productions scientifiques qui découlent de ces initiatives de structuration et qui convoquent dans des degrés divers une approche critique pour aborder la question des objets techniques en éducation. Ça semble être d'ailleurs le cas en éducation, mais pas seulement, si on en croit ici une citation de Bakardzieva qui parle, lui, du champ de la communication. Alors, comme pour toute approche en cours de structuration, les approches critiques des objets techniques en éducation sont confrontées à certains enjeux définitoires qui s'attachent à préciser les éléments constitutifs, les caractéristiques, le terrain, les objets d'étude qui sont susceptibles de recouvrir de telles approches critiques. S'ajoutent également quelques défis. Je vous en mentionne quelques-uns ici. D'une part, elles sont mobilisées pour étudier les objets techniques en éducation et lorsqu'elles sont mobilisées, elles sont davantage, si on veut pratiquer qu'expliciter. Autrement dit, on a un certain nombre de travaux très intéressants par ailleurs qui mobilisent ces approches critiques, mais qui ne les explicitent pas forcément.
D'autre part, les approches critiques hors sciences de l'éducation et ce qu'on retrouve aussi en sciences de l'éducation, des ancrages très diversifiés. Donc, ça pose la question de la délimitation des approches critiques. Et puis enfin, le terme critique lui-même est polysémique. Il a d'abord un sens commun, on le retrouve dans esprit critique, dans situation critique. Il a aussi bien sûr un sens spécialisé qui lui-même peut être entendu dans une perspective davantage générique ou au contraire dans un sens plus spécifique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, afin de délimiter un peu et d'avancer la réflexion sur les approches critiques des objets techniques en éducation, ça vaut le coup de faire un petit détour donc par les traditions critiques d'une manière générale avant de revenir sur la manière dont elles ont été adaptées au niveau des sciences de l'éducation. Alors, c'est dans cette section principalement que je vais m'appuyer sur les travaux qu'on est en train de réaliser avec Perrine et Elisabeth, tels que je l'ai annoncé au départ. Cela dit, je ne vais même pas faire justice vraiment au travail qu'on a accompli jusque-là parce que je vais être relativement synthétique. Je me suis contenté en fait de sélectionner certaines caractéristiques des traditions critiques qui me semblent pertinentes pour revenir ensuite et jeter un regard sur leur adaptation au niveau des objets techniques en éducation. Alors, en ce sens, je vais faire l'impasse d'une part sur la variété des différents courants critiques, d'autre part sur les nombreux débats qui animent ces courants-là, et enfin sur les critiques et les contre-critiques des approches critiques par rapport à d'autres approches possibles. Donc attendez-vous à quelque chose d'assez fragmenté. Donc, étant donné la polysémie du terme critique, même dans son sens spécialisé, tel qu'on l'utilise en sciences, il est intéressant de commencer par distinguer les deux sens du terme. Alors, dans son sens générique, si on veut, être critique renvoie à une sorte de vigilance critique. Elle consiste à problématiser, à dénaturaliser les phénomènes sociaux dans une démarche structurée de questionnement scientifique, qui implique un décalage avec le sens commun. Alors, en ce sens, être critique est valable pour tout chercheur en sciences humaines et sociales. Alors, bien sûr, dont les chercheurs qui s'intéressent aux approches critiques. On peut distinguer la critique donc, dans son sens générique de la critique dans son sens spécifique qui renvoie cette fois-ci donc, aux traditions critiques. Et c'est davantage dans ce deuxième sens que va porter le reste de la communication. Les traditions critiques englobent des travaux des auteurs très hétérogènes qui partagent, comme demain que le dit, un air de famille. Alors sur le plan des contenus, les traditions critiques s'intéressent aux rapports sociaux, notamment lorsqu'ils sont inégalitaires, qui sont entendus comme découlant de processus socio-historique de construction des rapports de force entre acteurs, que ces derniers soient individuels ou bien qu'ils soient collectifs. Donc, les traditions critiques s'articulent essentiellement autour de problématiques de domination et d'émancipation, mais bien sûr, au-delà de ce noyau dur, il y a une foule de concepts, une foule de théories qui s'y rattachent et qui permettent d'aborder ces questions-là d'une manière ou d'une autre. Certaines de ces théories, de ces concepts sont relativement spécifiques à un auteur, d'autres sont relativement transversales, comme justement les inégalités, l'idéologie, la résistance, etc. De sorte qu'il est relativement difficile de se contenter d'un repérage de contenu des approches critiques parce que c'est très varié. Donc, à ces premières caractéristiques, disons, thématiques, il est avisé d'y ajouter des caractéristiques, cette fois-ci, plus sur la forme des théories critiques, la manière dont elles se déroulent. Alors, sur le plan de la forme, justement, on peut distinguer trois caractéristiques, trois dimensions, disons, qui caractériseraient les travaux critiques. Alors, ces dimensions sont explicatives, normatives et pratiques, et je vous propose de venir rapidement sur l'une et l'autre, parce qu'elles contribuent avec le contenu à caractériser les travaux critiques. D'une part, la dimension explicative qui consiste à décrire, à expliquer le réel, à l'instar donc des sciences humaines et sociales. Ici, il n'y a rien de spécifique au niveau des traditions critiques. Ce qui sera spécifique, c'est l'ajout des deux dimensions qu'on va voir ensuite.
Ici, les travaux critiques donc s'attachent à mettre au jour des rapports sociaux qui ne se donnent jamais totalement pour ce qu'ils sont, qui se partent d'ornements symboliques, qui les travestissent et concourent à leur mise en acceptabilité. Alors, comme ces rapports sociaux sont naturalisés, les mettre à jour demandent de s'intéresser non pas simplement aux faits, mais plutôt aux significations derrière les faits, ce que les faits veulent dire. À cette première dimension explicative, donc, s'ajoute une dimension, cette fois-ci normative. Alors, cette dimension normative va à l'encontre d'une prétendue neutralité axiologique dont on a parlé plusieurs fois ici. Elle pose qu'il est impossible pour le ou la chercheur d'avoir une analyse entièrement objective dans la mesure où toute activité scientifique implique nécessairement des valeurs et que ces valeurs vont nécessairement orienter l'activité scientifique, à commencer par les objets qui nous intéressent et les questions qu'on formule vis-à-vis de ces objets-là, ou les questions qu'on ne formule pas, d'ailleurs. Autrement dit, donc, les traditions critiques revendiquent ici une objectivité engagée, avec les termes de Grandjean, où est incluse donc, dans un processus rigoureux de recherche la prise en compte des valeurs qui contribuent à l'orienter. Julie Denouel en a parlé également ce matin de manière très claire. Par ailleurs, outre aller contre la neutralité axiologique, il s'agit aussi de reconnaître que toutes les valeurs, si elles sont impossibles à évacuer, ne se valent pas pour autant. Autrement dit, dans une perspective critique, les valeurs notamment qui supportent, qui soutiennent, qui sont liées davantage à l'émancipation individuelle et collective sont à privilégier, sont plus légitimes, et c'est des positions ici assumées, que des valeurs qui ne s'y intéressent pas ou que des valeurs qui, au contraire, viennent alimenter des formes de domination, sachant que dès lors qu'on ne s'intéresse pas à l'émancipation, on fait généralement déjà reproduire des jeux de domination. Puis finalement, s'ajoute également à cette dimension explicative et normative une dimension, cette fois-ci, pratique, qui finit de caractériser donc, les travaux critiques sur le plan de la forme. Alors, cette dimension pratique implique que les travaux critiques proposent et impulsent des alternatives possibles en réponse à des phénomènes sociaux qui seraient problématiques. Et puis ici, je prends vraiment la situation de Boltanski, je pense, qui explique bien la relation, justement, entre théorie critique, travaux critiques, et cette dimension de transformation, de changement, d'alternative. Il dit les théories critiques se nourrissent des critiques ordinaires, même si elles les élaborent différemment, les reformulent et sont destinées à y faire retour, puisqu'elles ont pour visée d'engager les personnes auxquelles elles s'adressent dans des actions qui doivent avoir pour résultat de changer les contours de la réalité. Donc une dimension pratique ici. Alors, à ces caractéristiques de contenu et à ces caractéristiques de forme des travaux critiques, j'ajoute deux caractéristiques qu'on pourrait dire qui sont liées à la démarche critique. Il y en aurait bien plus, bien sûr, qu'il serait possible d'ajouter. Mais ceux-ci me paraissent un peu récurrents et intéressants pour les propos qu'on va tenir ensuite. D'une part, il s'agit pour les travaux critiques, pour arriver donc à remplir leurs ambitions finalement, de réinscrire les rapports sociaux dans leur contexte socio-historique de production. Il s'agit donc d'adopter un point de vue qui recontextualise les rapports sociaux dans une structure sociale globale et les envisage comme des singularités d'un tout. D'autre part, il s'agit aussi de prendre en compte dans l'analyse, d'une part, les macro-structures, les structures macrosociales qui génèrent et déterminent en partie les conduites microsociales, et d'autre part, les conduites microsociales qui sont en partie donc déterminées par ces structures macrosociales, en passant bien sûr par des niveaux intermédiaires. Alors bien sûr, si les individus sont en partie déterminés, ça veut dire aussi qu'ils ont en partie une part de liberté pour y faire face. Et cette part de liberté-là va être variable suivant les individus et leur positionnement social. Alors, je m'arrête là pour l'aperçu sur les traditions critiques. Le but, c'était de paver la voie à la question de leur adaptation au cas des objets techniques en éducation. Alors, ça nous amène aux approches critiques des objets techniques en éducation. Parler de tradition critique pour le cas des objets techniques en éducation, c'est nécessairement se poser la question non pas de leur application, comme on en parlait tout à l'heure, mais davantage de leur adaptation.
Alors, de ce point de vue, il s'agit de trouver un juste équilibre, et je me fie ici sur les propos de Jacquinot, entre d'une part les emprunts aux traditions critiques et d'autre part une certaine autonomie qu'il est bon de trouver pour pouvoir prendre en compte dans l'analyse les spécificités propres aux objets techniques en éducation qui se déroulent dans un certain contexte, qui lui-même a ses spécificités avec certains rôles d'acteurs, etc. Alors, c'est nécessairement un travail au long cours que d'arriver à faire cette adaptation-là, un travail qui en est sans doute à ses débuts actuellement. Pour y contribuer dès maintenant, je ne peux pas donc vous proposer une adaptation de ça. Je peux par contre, et on peut se poser la question de savoir comment ont été adaptées jusque-là les traditions critiques au cas des objets techniques en éducation. Donc, un espèce de regard rétrospectif sur ce qui a été fait pour mieux s'orienter pour la suite. Alors, pour apporter des pistes de réponse à cette question, je me suis penché sur quelques textes, notamment programmatiques, donc à teneur davantage théorique, qui adoptent une approche critique des objets techniques en éducation. J'en ai fait une analyse documentaire dans laquelle j'ai procédé je suis parti de textes d'abord existants que je connaissais. Ensuite, j'ai fait une recherche documentaire pour compléter ces textes-là avec des critères d'inclusion. Il fallait que ce soit des textes donc davantage programmatiques, théoriques, sur les objets techniques en éducation, revendiquant ou mobilisant une approche critique. J'ai identifié un corpus de 23 textes. Initialement, c'est des textes francophones et anglophones, en fait à majorité anglophone. Ce corpus-là n'est pas exhaustif et n'est pas représentatif non plus. Il n'est pas représentatif dans la mesure où il s'agit uniquement de textes théoriques, alors qu'il existe des travaux empiriques qui n'ont pas été pris en compte ici. Et puis, il n'est pas exhaustif parce qu'à la lecture de ces 23 textes, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des références à d'autres textes également qui mériteraient d'être pris en compte. Alors, c'est définitivement un travail à poursuivre, mais dans le cadre de cette présentation, je vous propose de le prendre comme une matière à penser, donc matière à revenir pour mieux anticiper la suite. Alors, quelques constats supplémentaires donc, qui ont été faits par l'analyse de ces textes-là. Donc, on est davantage ici dans une analyse thématique. Et d'abord, quelques constats généraux pour commencer. D'une part, on peut d'abord observer à travers les quelques textes donc, qui ont été consultés des ancrages critiques très divers, à l'instar en fait de ce qu'on trouve dans les travaux critiques. Aussi, des manières très diverses de les mobiliser. Certains auteurs vont vraiment s'affilier à un auteur critique en particulier, par exemple Hall, qui a fait une analyse typiquement marxiste des objets techniques en éducation et donc qui mobilise entièrement l'appareillage théorique de Marx et qui l'applique. Et puis d'autres auteurs, au contraire, comme Selwyn, qui mobilisent des ancrages beaucoup plus divers et qui les articulent de manière, je dirais, peut-être plus productive, en tout cas. Au-delà de ça, on peut remarquer aussi que je vais me focaliser dans la lecture de ces textes-là sur les tendances communes, un peu comme le portrait que je vous ai fait pour les théories critiques. Donc, je vais m'attarder sur ce qui les rassemble, au risque, bien sûr, de diminuer toute la diversité à l'intérieur de ces textes-là. Donc, vous aurez sans doute une impression d'homogénéité, mais c'est juste une impression. Quelques constats de départ encore. D'une part, les textes sont tous articulés autour de préoccupations liées au rôle des objets techniques dans l'industrialisation de l'éducation. C'est vraiment la grosse thématique qui les préoccupe. Et ils partent du postulat que les objets techniques en éducation ne sont pas neutres, ce qui a déjà été dit effectivement, et qu'ils sont au contraire des objets de pouvoir et donc des objets de lutte. Au passage, j'ai ajouté à chaque fois des citations qui me semblaient représentatives, mais c'est juste à titre illustratif, donc je ne les lirai pas. Au-delà de ce constat de départ, il y a deux axes principaux qu'il est possible de faire ressortir. Le premier pose la question de savoir par qui et pourquoi sont investis les objets techniques en tant qu'objets de pouvoir. Alors, cet axe concerne des questionnements relatifs surtout à l'implantation des objets techniques dans les systèmes éducatifs, qui est ce qui pousse finalement l'implantation de ces objets techniques. Et puis le deuxième axe complémentaire, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, demande sur qui et comment sont exercés les objets techniques en tant qu'objets de pouvoir. Et on peut passer maintenant rapidement à travers chacun de ces axes-là pour déplier un petit peu ce qu'ils évoquent.
OK. Alors, dans le premier axe, donc, technologie comme objet de pouvoir investi par qui et pourquoi, bien on peut identifier, la métaphore qui est utilisée, c'est souvent celle de logique exogène qui viendrait détourner, assujettir, pervertir finalement un corps endogène qui serait le système éducatif. Mauglin d'ailleurs utilise vraiment logique exogène et endogène. Alors la première de ces logiques qui ressort, c'est en lien avec la thématique, je dirais, de fond, les logiques économiques, avec notamment l'idée que ces logiques font pression et déploient des stratégies commerciales qui sont de plus en plus sophistiquées pour finalement forcer les objets techniques dans les systèmes éducatifs. Ensuite, comme autre logique, on retrouve également donc, des logiques politiques et administratives qui sont à l'œuvre. Alors, leurs intérêts dans l'implantation des objets techniques en éducation serait la modernisation de l'éducation par l'innovation technique pour les uns, la rationalisation et l'imputabilité des services éducatifs pour les autres. Certains auteurs consultés poussent l'analyse un peu plus loin en notant que l'implantation des objets techniques en éducation serait efficace, relativement fonctionnelle, parce qu'elle fédère différents intérêts, ces différentes logiques-là, économiques, politiques, administratives, qui sont donc différentes en nature, mais compatibles en intérêt. De sorte que les objets techniques formeraient des espaces d'intéressement. Là, j'emprunte ça à Krish, ce qui expliquerait pourquoi les objets techniques réussissent effectivement à s'implanter comme ils le font présentement. Dans cet espace d'intéressement-là et en lien avec ces logiques externes, disons, au secteur éducatif, il y a un allié particulier que plusieurs auteurs notent, à savoir la figure du prosélyte. La figure du prosélyte qui a différents termes, le miracle worker, les prophètes et leurs disciples. C'est souvent des chercheurs universitaires qui ont un rayonnement et qui utilisent justement ce rayonnement, cette sphère d'influence auprès des milieux de pratique pour médier un peu la relation entre les logiques externes et le corps endogène du système éducatif, si on reprend cette métaphore-là. Et finalement, en filigrane de ce premier axe se pose la question et l'enjeu finalement de compatibilité entre les valeurs et finalités des logiques exogènes et les valeurs et finalités éducatives. Cet enjeu se pose avec d'autant plus d'acuité que les objets techniques ont rarement été créés pour des finalités éducatives. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'ils contribuent ou pas à l'éducation et à quel type d'éducation? C'est souvent la question auquel essayent finalement de répondre in fine les auteurs qui s'y intéressent. Maintenant, ça nous amène donc au deuxième axe que j'ai utilisé donc, pour organiser un petit peu les résultats. Donc, des objets techniques exercés principalement sur le corps enseignant en tant que collectif. Il y a peu d'analyses qui abordent ou qui prennent l'enseignant en tant qu'individu. C'est plutôt le corps enseignant pris dans son ensemble. Et avec deux niveaux principaux de moyens d'exercer les objets techniques sur le corps enseignant. D'une part, par un appareillage qui est idéologique. Et ici, l'idéologie qui est la plus mentionnée, c'est vraiment l'idéologie du progrès par la technique, donc le fait que les technologies vont permettre d'améliorer l'éducation, d'améliorer l'enseignement, d'améliorer l'apprentissage. Et cette idéologie sert d'une part à légitimer donc l'intégration des objets techniques en éducation, puis sur un argument donc d'efficacité, on retrouve aussi des impacts, des effets positifs comme on en parlait ce matin, et puis à délégitimer du même coup d'autres propositions alternatives quant à la place des objets techniques. Et puis un appareillage idéologique, mais qui est aussi politique, qui est aussi pratique. Politique, bien sûr, en termes de plans qu'on met en œuvre pour l'intégration des technologies, ce qui va bien sûr avec des enveloppes de financement, etc. Et puis pratique en termes d'incitation des enseignants à le faire, que ce soit sous forme de formation obligatoire, de soutien apporté aux enseignants, etc.
au-delà donc de l'appareillage qui fait pression, disons, sur le corps enseignant, les objets techniques sont imposés et s'imposent aussi par leurs propriétés techniques elles-mêmes, dans la mesure où, d'après les auteurs, et puis ils sont plusieurs à le relever, ils sont porteurs de choix, de valeurs sociales qui sera inscrite dans les propriétés techniques même, ce que justement Akrich avait déjà soulevé. On en parlait encore récemment, et qui exercerait finalement des formes de détermination sur le corps enseignant. Puis ici, c'est vraiment la citation de Mauglin qui me paraît éclairante. Il dit « Bien davantage que simple dispositif technique, la machine à enseigner tire sa complexité des déterminations multiples dont elle porte la marque en même temps qu'elle en est le vecteur. Derrière l'instrument, avec lui, parfois sans lui, cherche à s'imposer des modes d'organisation et un système de représentation du monde. Et dans l'optique donc des textes consultés, c'est beaucoup des modes d'organisation industrielle, économique dont il s'agit. Et puis finalement, un dernier point pour cette thématique-là concerne la résistance des acteurs éducatifs, donc en tant que collectif principalement, résistance des acteurs éducatifs avec différentes modalités qui sont mises de l'avant, mais à vrai dire pas trop développées. D'une part, la prise de conscience. Alors la prise de conscience serait un préalable à l'émancipation. Sans qu'on ne sait pas qu'on est dominé, on ne peut pas vraiment s'en détacher. La participation des enseignants aux prises de décision relatives aux objets techniques en éducation. Alors ici, l'idée, c'est de reconnaître formellement, officiellement, la nature politique des objets techniques, leur statut politique, disons, de manière à ce qu'elles puissent être mises en débat dans un processus démocratique, comme ça devrait l'être. Et puis finalement, des actions concrètes qui consisteraient pour les enseignants à créer ou bien à détourner les objets techniques pour s'assurer qu'ils soient éducativement pertinents. Et souvent, cette modalité d'action-là est vue en collaboration avec les chercheurs. Donc, l'idée que les chercheurs et les enseignants peuvent collaborer à détourner, finalement, ces éléments-là. Alors, ça m'amène finalement à quelques réflexions avec l'idée quoi retenir donc de cette adaptation des traditions critiques au cas des objets techniques en éducation. Ce qu'on peut d'abord noter, c'est que dans l'ensemble, l'adaptation des traditions critiques aux objets techniques en éducation, tel qu'on le voit à travers les textes consultés, et là je rappelle que le corpus n'est pas représentatif, n'est pas exhaustif, etc., mais en termes de matière à penser, on voit que c'est une application relativement classique, en même temps que relativement générale des traditions critiques au cas des objets techniques en éducation. Ça peut peut-être s'expliquer par la nature théorique des textes, peut-être que des travaux empiriques prennent davantage en compte, par nécessité, le contexte dans lequel ils travaillent et donc spécifient davantage au cas de l'éducation ces traditions critiques, mais ça ressortait assez peu ici. En somme, il y a plusieurs points qui sont laissés dans l'ombre dans ces textes-là, qui sont autant de pistes de réflexion qu'on pourrait avoir pour la suite. Alors, je vous les soumets ici, puis ça formera éventuellement donc, les questions que vous pourriez avoir pour la suite. Alors, sur le plan théorique d'abord, puis ici, je vais essayer d'être clair. Les textes consultés se focalisent principalement sur les enseignants en tant que... sur les enseignants d'abord, et assez peu, en fait, sur les élèves et sur d'autres acteurs éducatifs, alors qu'a priori, il n'y a pas lieu de les évacuer. Donc ici, il y aurait lieu, je pense, d'intégrer davantage dans l'analyse les différents acteurs éducatifs. De plus, les enseignants sont principalement abordés en tant que collectif, comme je vous l'ai dit, le corps enseignant, finalement, tant dans ses déterminations par les objets techniques que par les moyens de résistance qu'ils peuvent y opposer. Alors, cette dimension collective-là laisse peu de place pour prendre en compte dans l'analyse la part de liberté des acteurs éducatifs, notamment au niveau individuel. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y a une part de détermination puis une part de liberté, la part de liberté ressort un peu moins parce que le niveau individuel dans lequel elle peut peut-être s'exprimer davantage ressort moins également. Cette faible agentivité individuelle des acteurs éducatifs par rapport aux objets techniques donne peu de place aussi pour préciser leur relation entre objets techniques et acteurs éducatifs. Autrement dit, la relation entre objet technique et acteur éducatif est là par nécessité, mais elle reste assez approximative, elle est assez peu approfondie.
elle est aussi principalement attachée au contexte institutionnel et notamment aux phases d'implantation des objets techniques dans les systèmes éducatifs et puis ensuite de leur imposition au corps enseignant en tant que tel. En revanche, et c'est là-dessus peut-être que j'aimerais attirer votre attention, la phase de conception des objets techniques est peu présente. Ils disent bien que les valeurs sont inscrites dans les propriétés techniques des objets techniques, mais en revanche, on prend assez peu cette phase de conception-là. Or, il me semble que c'est une phase qui est bien importante à considérer, notamment si on veut pouvoir réfléchir au décalage entre les objets techniques dans leur valeur et leur finalité et celle de l'éducation. Dans la mesure où on ne prend pas en compte l'étape de conception, il est difficile de faire état, de creuser ce décalage-là. Et en fait, en prenant en compte le rôle de la conception, du concepteur dans l'analyse, il me semble qu'on sera en mesure de documenter les choix effectués par les concepteurs et les visions de l'éducation auxquelles ils se rattachent. Si vision de l'éducation il y a, il se peut aussi qu'elle soit même pas présente effectivement. Alors finalement, parce que les textes consultés se focalisent sur le contexte institutionnel, on peut se demander s'ils ne négligent pas le contexte extra-institutionnel où il se passe des choses, on le sait, entre les acteurs éducatifs et les acteurs non éducatifs, notamment en termes d'usage éducatif. Alors je renvoie ici à la présentation notamment de Ola Erstad, qui a bien expliqué ce domaine-là, qui apparaît très peu ici. Alors, à partir de là, il me semble que pour adresser ces différents points, on gagnerait finalement à poursuivre des rapprochements théoriques qui sont déjà en cours, qui gagneraient d'une part à être poursuivis, d'autre part à être adaptés au cas des objets techniques en éducation. Et ici, je pense tout particulièrement au rapprochement des approches critiques avec les approches sociotechnique, sociologie des usages, si on veut, qui, elles, ont beaucoup décrypté ce qui se passe, notamment au niveau de l'usager et notamment dans sa relation aux objets techniques. Alors, il me semble que ces rapprochements-là ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà été appelés par plusieurs chercheurs, notamment en dehors des sciences de l'éducation, puis on les voit poindre actuellement dans le domaine des sciences de l'éducation, donc appliqués aux objets techniques en éducation. Il me semble que c'est tout à fait de bon augure. Il y a d'ailleurs des communications, comme celle de Julie, comme celle de Perrine également, qui travaillaient précisément à voir ces rapprochements-là qui me semblent nécessaires. Alors, pourquoi? Parce que ces rapprochements permettraient de préciser davantage la relation entre objets techniques et acteurs éducatifs, sans pour autant laisser penser que les objets techniques et les acteurs éducatifs sont sur un même pied d'égalité, et sans pour autant laisser penser que les acteurs éducatifs disposent des mêmes ressources pour négocier cette relation-là entre objets techniques et acteurs éducatifs. En somme, préciser la relation entre objets techniques et acteurs éducatifs tout en veillant à l'inscrire dans des rapports sociaux plus larges qui la déterminent, qui la teintent. Alors, ce faisant, ces rapprochements contribueraient sans doute à compenser certaines limites qu'on a largement reprochées à certaines de ces approches par les forces des autres. Il me semble qu'il y a quelque chose ici à aller chercher qui pourrait être très enrichissant, très stimulant. En l'occurrence, c'est déjà un effort qu'on voit en marche. Et je pense que ça mériterait d'être poursuivi, notamment dans une optique pluridisciplinaire, parce qu'en multipliant les cadres, se pose toujours la question des arrimages. Alors, on n'est jamais mieux équipé que quand on est plusieurs à couvrir ces différentes expertises-là. Et dans cette optique pluridisciplinaire, j'inclus également des chercheurs en informatique en lien avec ce que je vais vous proposer dans la diapositive suivante. Sur le plan thématique, les textes consultés donc, se focalisent principalement sur l'industrialisation de l'éducation par les objets techniques. On peut penser toutefois qu'avec les développements technologiques actuels, les formes de domination, disons, sont multipliées, qu'elles sont aussi de plus en plus sophistiquées. Perrine Brodkorn nous expliquait que les industries technologiques arrivent maintenant à récupérer les détournements des usagers pour les absorber dans, finalement, leur modèle d'affaires. Okay? Donc, on peut penser qu'au-delà de l'industrialisation qui reste tout à fait pertinente, il y a sans doute d'autres préoccupations à prendre en compte et à rentrer dans l'analyse. Alors, je vous en propose ici, mais ce n'est pas les seuls. Il s'agirait donc, en tout cas, d'actualiser les thématiques au fur et à mesure des développements techniques et de ce qu'ils impliquent. Et on peut penser notamment donc,
ce qu'on appelle digital labor, c'est donc l'évolution du métier enseignant, l'aliénation finalement du travail enseignant, si on veut en parler en ces termes, les inégalités numériques en éducation, ce qu'on appelle aussi datafication de la vie scolaire, notamment les contrôles des acteurs éducatifs par ces objets techniques, les biais algorithmiques dans la gestion des apprentissages et des services éducatifs. Les algorithmes sont en plein déploiement, pourtant ils ne sont pas neutres. L'hégémonie culturelle des objets techniques en éducation, notamment lorsqu'ils sont transférés dans d'autres aires culturelles. C'est quelques-unes des thématiques qui, il me semble, pourraient tout à fait rentrer dans l'optique des approches critiques des objets techniques en éducation et dont on entend assez peu parler présentement. C'est principalement, il me semble, travailler en communication ou ailleurs, mais je n'ai pas vu vraiment de travaux qui allaient chercher ces aspects-là. Et c'est là que nos collègues en informatique, je pense, seraient précieux à intégrer dans les équipes pour notamment permettre en collaboration, en équipe, de déplier un peu ces algorithmes, par exemple, pour les aspects plus techniques et de travailler de concert là-dessus. Autre voie d'adaptation possible, cette fois-ci sur le plan de l'intervention éducative. Alors, comme on le disait plus tôt, les apprenants sont relativement peu considérés. Or, en cohérence avec la dimension pratique des traditions critiques, cette dimension qui veut qu'on aide à changer, qu'on impulse des changements, mais il me semble qu'en éducation, une manière d'impulser le changement, c'est par la formation de nos élèves, tout simplement. Alors, il me semble qu'il y a ici des filiations naturelles à établir ou réétablir. Elles existent déjà, elles seraient en tout cas à cultiver, avec notamment l'éducation critique aux médias. J'en parlais avec Éric Delamotte, qui lui mentionne un autre champ possible, mais il me semble que du côté de l'intervention éducative, on n'a pas commencé à s'inquiéter du développement de l'esprit critique des élèves relativement aux technologies. Donc, on pourrait vraiment miser davantage dessus. Je l'ai peu retrouvé dans les textes consultés ici, alors que c'est des collaborations naturelles, disons, qui pourraient émerger. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'il reste encore un quart d'heure environ de questions. Je vous remercie de votre attention.